Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire commun Unitrad SFJRO. Je suis le docteur Sébastien Guillard, je suis radiothérapeute à Strasbourg et nous accueillons Monsieur Leizé qui va nous présenter la stratégie data de l'Institut Bergonié. Ensuite, le docteur Youssef Ghanam pour la SFJRO prendra les questions et animera la discussion. Donc une rapide présentation d'Unitrad pour commencer. Unitrad, c'est le groupe de radiothérapie d'Unicancer, créé en 2014. C'est un groupe multidisciplinaire avec les métiers de la radiothérapie, mais aussi des médecins nucléaires, des méthodologistes, des qualiticiens. Il est dirigé par un bureau présidé par le docteur Sofia Rivera, qui est radiothérapeute à Gustave Roussy. Plusieurs missions pour ce groupe. La première, c'est de promouvoir des études, des essais cliniques de phase 2, de phase 3 ou des cohortes prospectives. Il a également un rôle de support pour les autres groupes Unicancer, comme le contrôle qualité avec les essais de radiothérapie. Et il a comme vocation à nouer des collaborations académiques et des collaborations industrielles. Nous avons aussi 5 working groups, le premier sur l'intelligence artificielle, le deuxième sur la radiobiologie, le troisième sur la nouvelle technologie, le quatrième sur la science qualité et un sur les données de vie réelle et les prompts que j'ai le plaisir de coordonner. Dans ce groupe de travail, nous travaillons à partir d'une source de données de logiciels qui est Mosaic avec le support technique d'Electa et nous arrivons à extraire des données en multicentrique, des données cliniques et des données de traitement. Nous arrivons à les valoriser avec pas mal de posters, pas mal de communications. Nous encadrons aussi des thèses exercices. Et puis, nous avons réussi à publier 2 articles cette année, dont les premiers auteurs sont des membres de la SFJRO, qui sont Irfan Issoufali à Gustave Roussy et Marie Bruand à Nancy. Donc, dans l'idéal, il faudrait, dans l'avenir, pouvoir exploiter les données de tout le dossier médical du patient. Ça nécessite les données de chirurgie, les données de chimiothérapie, les données cliniques, les données génomiques, les données de radiomique. C'est assez lointain pour nous encore en radiothérapie et c'est un rêve qui est partagé avec le Working Group 1 d'intelligence artificielle coordonné par Charlotte Robert et David Pasquier. Alors c'est lointain, mais ça existe chez nos collègues oncologues médicaux via des outils qui existent comme Consort et le programme Unibase. Et il y a des outils en construction qui utilisent le modèle Osiris. Alors qu'est-ce qu'un modèle? Je vous l'expliquerai juste après. Sachez que ce modèle est réalisé sous le patronage de l'INCA. Nous avons été appelés par le groupe Osiris avec Charlotte Robert, David Pasquier et d'autres en tant qu'experts radiothérapie pour rajouter la brique radiothérapie avec les DICOM RT et les données de traitement issues de Mosaic et Daria. Donc, qu'est-ce qu'un modèle de données? Je pourrais passer 1 heure à vous l'expliquer, vous n'aurez toujours pas compris parce que pour moi, c'est quelque chose qui est compliqué et ce n'est pas mon métier. La comparaison la plus astucieuse que j'ai trouvée en ce mois de décembre, c'est de comparer un modèle de données à un catalogue de jouets. Dans ce catalogue de jouets, vous avez une matière physique qui est le papier, vous avez des jouets qui ont des caractéristiques, qui sont faits dans tel matériau, qui sont adressés pour tel âge, qui ont telle couleur, qui ont tel prix, qui sont dans tel entrepôt. L'ensemble de ces jouets disponibles correspondent à un catalogue. Vous remplacez le mot catalogue par un modèle, vous remplacez le mot jouet par données et vous avez un modèle de données. Ce modèle, ce catalogue Osiris, il est public, il est porté par une norme d'interopérabilité qui s'appelle FHIR, dont vous entendrez parler de plus en plus ces prochaines années. Mais le fait que ce catalogue, que ce modèle existe ne signifie pas que les données sont livrées ou sont livrables. Pour ça, il faut des livreurs, il faut une infrastructure qui, dans le cas des données, passera probablement par des prestataires. Donc en décembre 2022, où en est-on à Unitrad? Nous travaillons avec Charlotte Robert et David Pasquier sur des cas d'usage d'études multicentriques utilisant le modèle Osiris. On y réfléchit activement en ce moment. Ces cas d'usage devront être intégrés dans les stratégies des centres avec lesquels nous travaillons. Et nous avons proposé 3 webinaires avec les 3 centres Unicancer moteurs pour Osiris, qui sont l'Institut Bergonié, dont Irène va nous présenter la stratégie juste après, l'Institut Curie et le centre Léon Bérard. L'objectif pour nous en tant qu'Unitrad, c'est de comprendre les stratégies data des établissements pour pouvoir nous y intégrer au mieux. Et nous avons proposé à la SFJRO de collaborer parce que les outils que nous imaginons en 2022 seront utilisés par les médecins de demain qui sont les internes d'aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à Iran qui va nous présenter la stratégie data de Bergonié. Ensuite, Youssef prendra des questions et animera la discussion pour la SFJRO. Et quant à moi, je vous retrouve en janvier pour le webinaire avec l'Institut Curie. Je vous remercie. Très bien, merci. Alors, j'ai mon écran. C'est bon, vous voyez l'écran? Parfait.
Donc bonjour à tous. Donc merci de m'avoir invité pour présenter la stratégie de données, on va dire de Bergonié, et surtout de la partie direction des données santé numérique. Donc je m'appelle Yaran Aizé, je suis bioinformaticien à l'Institut Bergonié et je m'occupe principalement de l'intégration des données OMIC dans l'unité de bioinformatique. Donc pour remettre un petit accent sur les données de vie réelle, si on se base justement sur un argumentaire de l'ASCO qui a été déjà publié il y a quelques temps, on voit bien que il y a une grosse différence entre ce qu'il y a dans les données des essais et les données de vie réelle. Donc, pour exemple, les patients âgés de plus de 65 ans, il y en a 25% dans les essais cliniques et en fait, dans la vraie vie, il y en a 61%. Aux États-Unis, la population dite blanche, ça représente 90% dans les essais cliniques contre 23% dans la population réelle. Et sans parler des patients qui finalement, au niveau du cancer du rein, ne sont pas aptes à recevoir les traitements. Donc il y a vraiment un intérêt très fort à avoir des informations dites de vie réelle par rapport aux informations assez cadrées que l'on a dans les essais cliniques. Donc si on revient à l'Institut Bergonié, puisque je suis là pour parler de ça, historiquement, donc on a des directions et des données et la DSI, qui est notre direction des systèmes d'information, est garante de toute la partie infrastructure, sécurité, de tous les logiciels métiers, de l'ensemble de l'hôpital et aussi de tout ce qui concerne les indicateurs, le PMSI, les requêtes. Donc en fait, c'est géré par la DSI. Et assez récemment, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, il y a une nouvelle direction qui a été créée à l'Institut, qui est la direction des données santé numérique, qui est dirigée par Julien-Aymeric Simonet, et dans laquelle, en fait, l'unité de bioinformatique à laquelle j'appartiens a été rattachée. Et donc, avec ces deux directions, on encadre à peu près tout le spectre des données de l'Institut. Et donc, si on regarde sur la partie droite, qui va recouvrir toutes les données cliniques, l'imagerie, la chimio, la biologie, toute la partie génétique, avec également ce qui est appareil connecté, médico-économique, la pharmacie, la chirurgie, le soin. Donc, sur l'ensemble du parcours du patient et tout ce qui gravite autour. Donc, il est assez clair, et c'est un objectif plutôt large pour l'ensemble des intervenants du domaine, c'est que nous voulons tous aller vers un entrepôt de données de santé ou quelque chose qui y ressemble. Alors ça passe par quoi? Tout simplement déjà par l'ensemble des logiciels qui contiennent les données de vie réelle de production. Il faut déjà les mettre dans un état qui est exploitable sans pour autant mettre en péril la production. Donc, c'est souvent ce qui est appelé un data lake. On va regrouper ces données un petit peu empilées les unes dans les autres. Et puis, il va y avoir quelque chose d'assez nuageux pour l'instant qui va être un certain nombre de traitements, de réconciliation, etc., pour créer ce que tout le monde espère avoir le plus tôt possible, un entrepôt de données de santé qui sera bien structuré, qui contiendra l'ensemble des données des patients que l'on pourra réexploiter, valoriser pour différentes raisons, pour des partenariats, des collaborations, pour la recherche pure et simple, la recherche clinique, pour avoir en interne des indicateurs de la qualité et plus récemment, et des choses très importantes, de l'IA, donc de l'aide à l'intelligence artificielle et de l'aide à la décision qui demande des données de qualité. Alors ça, on le faisait déjà un petit peu pour la valorisation interne et le but, c'est d'avoir quelque chose de bien structuré, de valorisable de manière plus simple et plus efficace dans le futur. Donc, pour arriver jusqu'à un entrepôt de données de santé tel qu'on le souhaite, on a identifié un certain nombre d'axes sur lesquels il faut que l'on travaille. Et donc, ça va commencer tout simplement par capter les informations. On se rend bien compte que tout n'est pas enregistré de manière valorisable ou réexploitable. Donc, c'est vraiment un premier travail de pouvoir enregistrer ces informations et ça passe pour certains par l'informatisation de processus. Donc, des choses qui ne sont pas encore informatisées ou l'enregistrement n'est pas encore fait. Et donc, ça va demander un travail de structuration de la donnée. Donc, le but n'est pas forcément de tout structurer, mais d'avoir au moins certaines informations structurées qui peuvent être structurées assez facilement et de pouvoir les réexploiter. Et d'autre part, pour tout le spectre des données qui est plus large, d'avoir à disposition des outils de traitement naturel du langage, donc de NLP, qui permettront d'extraire des données. Et donc, c'est bien d'avoir des données, mais après, il faut avoir des données qui sont cohérentes, qui sont exploitables à travers tout le système, donc de les standardiser, notamment par exemple avec l'initiative Osiris à laquelle nous participons.
Et donc, cette standardisation des données va permettre d'avoir un set de données, de pouvoir les réconcilier, de pouvoir agréger ces données pour pouvoir avoir des informations assez synthétiques sur le patient. Et ça demande la connaissance des données, donc de pouvoir mobiliser les acteurs qui connaissent ces données, puisqu'il y a vraiment différents domaines de compétences, et donc d'appliquer un certain nombre de règles et de conventions pour pouvoir résumer l'information et d'avoir l'information la plus intéressante possible. Donc, comme tout le monde peut l'expérimenter au jour le jour, le travail manuel est très chronophage et pas forcément très efficace. Donc, on va essayer d'automatiser au maximum les flux, d'utiliser des API, donc essayer de faire communiquer les logiciels entre eux. Et ça pour quelque chose que je me suis appliqué à bien barrer ici, donc éviter tout ce qui est problème de ressaisie, de perte de temps sur des données qui sont ressaisies plusieurs fois. Et ça oblige à avoir une rationalisation de la collecte des données, puis une validation pour essayer d'avoir quelque chose de plus homogène et plus mutuel. Donc, bien sûr, avec la RGPD et tous les problèmes de sécurité qu'on a actuellement, il faut avoir une mise en conformité réglementaire, une gouvernance pour l'accès à ces données qui vont être utilisées à la fois en interne et en externe, et dans différents contextes, qu'ils soient académiques ou avec des collaborations avec des industriels. Donc ça suppose un accès à des données qui sont pseudo ou anonymisées, et d'ajouter toutes les couches de sécurité qui sont nécessaires. Et bien sûr, pour soutenir tout ça, il faut également une infrastructure, des solutions logicielles qui sont soit déjà disponibles sur le marché ou en cours de développement. Donc, nous avons levé un certain nombre de points de vigilance parce que avoir un projet comme ça, c'est pas anodin. Et donc, ce qui nous a paru quand même assez important, c'est qu'il faut que ce soit une stratégie d'établissement. Vraiment, c'est nécessaire puisque ça engage l'ensemble de l'établissement, différents domaines de compétences et surtout une volonté de la direction pour pouvoir faire embarquer tout le monde sur le même bateau et pouvoir dégager un certain nombre de ressources, qu'elles soient humaines ou financières. Donc, ça inclut forcément une politique du changement qui n'est pas forcément évidente dans tous les services avec l'informatisation. Et surtout, il ne faut pas négliger le temps, l'aspect réglementaire, avec le temps de mise en place de l'aspect réglementaire qui est assez long, avec toutes les contraintes que ça peut amener. Et un petit point de vigilance aussi sur en fait le fait que la réalité du terrain n'est pas forcément en ligne avec la réglementation qui est décrite. Donc, il y a des ajustements à faire et de grosses discussions à avoir pour avancer sur le sujet. Un autre point qui est assez dichotomique dans les instituts, c'est la délimitation entre le soin et la recherche, où nous, on observe dans certains cas, et notamment sur la partie omique, une limite qui est plutôt floue, quelque chose qui est assez bougeant et qui demande aussi des ajustements au niveau réglementaire pour se mettre dans les bonnes conditions. Et bien entendu, le patient est au centre de tout ça, donc il faut ne pas oublier le consentement. Et le consentement, il n'est pas si simple à avoir non plus et à gérer. Et une idée qui a déjà émergé dans plusieurs centres qui l'ont mis en application, c'est plutôt de gérer ça sous forme de non-opposition, un formulaire de non-opposition qui permet par défaut de demander l'acceptation de la réutilisation des données du patient et de s'ouvrir au maximum les possibilités et de ne pas être obligé de retourner vers les patients systématiquement. Un autre point également, vu l'historique des logiciels et des progiciels que l'on a dans les instituts, c'est que ces logiciels n'ont pas été pensés à l'origine pour faire de la communication. Et on le voit bien, si on veut pouvoir aller abonder dans un entrepôt de données de santé dans lequel on va réutiliser les données, il faut absolument avoir des API, des moyens de communication entre ces logiciels qui ne sont pas forcément en place pour l'instant. Donc, ça demande une certaine interopérabilité et comme l'a souligné Sébastien juste avant, l'idée c'est quand même d'essayer d'avoir une échelle un peu plus grande et de sortir du centre. Et étant donné que ces problématiques d'entrepôt de données de santé sont relativement neuves, ça serait vraiment très bien de pouvoir anticiper justement cette interopérabilité hors centre, donc avec différents centres à l'échelle nationale, européenne, voire internationale, en utilisant des modèles de données communs, donc les CDM Common Data Model. Et entre autres, donc là, on a cité déjà Osiris, qui est national, et il y a d'autres initiatives, donc Odyssey avec le format OMOP, et le standard FHIR qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, comment ça va se passer et comment ça se passe pour l'Institut? Donc, comme c'est un chantier de longue haleine, on procède par étapes et donc par projet structurant.
on va avoir différents projets qui vont concerner différents domaines. Et donc, petit à petit, on va essayer d'amener chaque brique pour converger vers quelque chose qui va nous permettre de construire cet entrepôt de données de santé. Donc, pour vous donner quelques petits exemples, on a le portail patient de Bergonié qui est en place. On va essayer de structurer à minima les données avec des outils tels que REDCap pour éviter tous les fichiers qui se baladent. Une gestion intégrée et le suivi des RCP qui soit informatisé, bien suivi, des prescriptions informatisées, une intégration continue des données omiques, quelque chose que nous avons mis en place et qui est vraiment très très intéressante pour avoir l'agrégation des données cliniques et omiques, des lames virtuelles qui sont en place maintenant à l'Institut. Nous avons la chance, comme les centres de lutte contre le cancer, de disposer de l'outil Consort et d'avoir un outil de traitement du langage qui permet d'extraire un certain nombre de concepts. Donc, c'est aussi une force de pouvoir disposer de ça. Et l'idée est d'avoir aussi des guichets de collecte. Donc, c'est d'essayer de mutualiser, de vraiment rationaliser la collecte des données, d'éviter toutes ces saisies multiples des mêmes patients dans différentes études. D'autre part, on a aussi l'outil OncoClick qui permet de lister les essais disponibles, la gestion des consentements qui est en discussion, hein, et bien entendu, avec tout ce que je viens de dire, toute la standardisation, et notamment avec Osiris, le but étant d'essayer de standardiser au maximum les données, et plus tôt c'est fait, plus c'est efficace, et moins ça demande de travail par la suite. Donc pour ça, on a un certain nombre de projets comme Osiris Lung, Precision Predict ou OncoLab, qui sont des projets de données où on va essayer de mettre en place tous ces principes dans des projets spécifiques qui vont nous permettre d'avancer sur l'élaboration plus tard d'un entrepôt de données de santé plus général. Voilà, donc un petit mot pour la fin. En fait, si on regarde un peu tout ce que j'ai dit, c'est assez rigolo de voir que finalement, c'est une application des principes FAIR, donc FAIR Data, qui datent maintenant de quelques années, où dans la science, on va essayer de faire des données qui sont findable, accessible, interoperable et reusable, donc trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Et je me suis amusé à rajouter quand même un petit E déjà pour faire un petit clin d'œil aux Français, mais parce qu'il manquait une petite chose à mon goût, c'était la partie éthique et réglementaire, quelque chose qui est très important de nos jours, et je pense que c'est un très bon complément à ces principes-là, que si on applique, on obtiendra très certainement quelque chose d'intéressant au niveau de l'entrepôt de données de santé. Donc tout ça pourquoi au final? Pour valoriser les données d'un institut. Pourquoi? Parce que nous avons un certain nombre de données qui finalement dorment et ne sont pas forcément réexploitées. Et l'idée, c'est de pouvoir les réexploiter par la suite grâce à à cet entrepôt. Donc d'améliorer la qualité des soins, l'aide à la décision, la satisfaction du patient et des aidants, arriver à un juste soin, bien sûr, et réduire surtout les tâches sans valeur ajoutée, tout ce qui est ressaisie, enfin beaucoup de choses qui pourraient être rapidement supprimés qui n'ont aucune valeur en soi. Et du côté innovation, puisqu'il y a les valorisations internes mais aussi externes, donc c'est aussi une très grande source, un gros intérêt pour les industriels et pour l'innovation. Et pourquoi? Pour ça, on peut se baser sur le rapport de la HAS qui a montré que justement pour les exemples de médicaments ou de dispositifs médicaux, ça nécessitait de décrire des conditions d'utilisation, d'estimer les scores d'utilité, mesurer l'efficacité des risques, mesurer la consommation des ressources et surtout mesurer l'impact organisationnel. Tout ça pour pouvoir avancer dans l'innovation et dans le traitement du patient. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis prêt à prendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yiran, pour votre belle présentation. Donc la première question, on a quelles ressources humaines sont mobilisées pour tout ceci et avec quel budget? Alors, comme je l'ai mis dans ma diapositive précédente, c'est justement une des problématiques et c'est pour ça que je l'ai mis en point de vigilance. Donc, on est conscient que pour faire tout ça, ça demande du personnel et de l'argent, et c'est pour ça qu'il faut que absolument les directions soient sensibilisées à ce problème pour que elles puissent aider. Alors, les directions n'ont pas non plus des budgets qu'on peut agrandir. Donc, le but, c'est d'essayer de s'appuyer sur des projets. Donc, j'en ai donné quelques-uns. D'essayer de voir comment on peut s'appuyer sur certains projets pour mettre en place les briques au fur et à mesure pour tendre vers cet entrepôt de données de santé. Donc, c'est principalement des projets.
et un petit peu de ressources dans cette nouvelle direction des données qui sont en jeu actuellement. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on en a une de Charlotte Robert. Y a-t-il une harmonisation des stratégies de création de ces EDS à l'échelle Unicancer? Donc, à l'échelle d'Unicancer, Unicancer a répondu à un appel pour les entrepôts de données de santé, donc dont le premier pas a été passé. Donc, il y a quelque chose au niveau d'Unicancer. Donc, je pense que le mieux, c'est de se rapprocher d'Unicancer pour avoir un peu plus de détails, mais il y a un travail de ce côté-là. On a une question du docteur Liem. Y a-t-il une adhésion de la communauté médicale et y a-t-il une implication paramédicale avec les infirmières ou les manipulateurs, par exemple, qui est envisagée présent? Alors ça va dépendre en fait c'est un peu relié à ce dont je parlais tout à l'heure de l'informatisation des processus et un peu de la politique du changement. Sur certains processus qui sont pas du tout informatisés ou des professionnels remplissaient par exemple des formulaires papier, on a réussi à les motiver pour faire par exemple des REDCap. Donc c'est un formulaire informatique dans lequel ils vont pouvoir faire exactement la même chose. Donc ça demande une certaine organisation puisque là où on n'avait que du papier, il va falloir avoir des tablettes ou des ordinateurs disponibles, mais c'est possible avec différents corps de métier. Donc sur cette partie-là, oui, il y a moyen d'avancer. Et selon on va dire les personnes, ceux qui font de la recherche sont très sensibles à ce côté données et structuration des données, puisque finalement ils sont consommateurs de ces données au final. Donc ça va dépendre des profils, mais il faut essayer de sensibiliser un peu tout le monde. Et il y a moyen de mobiliser un peu tout le monde pour que chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice pour avoir une structuration la plus large possible au niveau de l'établissement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, selon vous, dans combien de temps les internes de radiothérapie Alors, je ne sais pas si c'est une question pour moi ou pour Iran, je finis de la lire. Selon vous, dans combien de temps les internes de radiothérapie pourront interroger les DICOM et les données cliniques en multicentrique pour leur thèse? Oui, c'est une question qui est très intéressante. J'aurais pu la poser. Là, j'aurais presque envie de laisser répondre Sébastien. C'est sa question. Sur l'échelle de temps, oui, bah vas-y Sébastien. Non, c'est au spécialiste que je demande. Donc, ouais, je pense plusieurs années, hein, on va dire 5-6 ans. Oui. Et si on travaille bien, on y arrivera. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par multicentrique. Ça veut dire, est-ce que par exemple, on peut interroger pour 3 centres? Est-ce qu'on peut cibler 3 centres? Est-ce que c'est peut-être moins que 5 ans? Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables? Parce que j'imagine que le multicentrique de centre de lutte contre le cancer, ça arrivera pas demain tous, mais peut-être 2 ou 3. Est-ce que c'est des choses qui sont envisageables? Je pense qu'il faut compter quand même plusieurs années. Alors, d'une part, parce que il faut que chaque centre déjà s'équipe d'une telle base de données, on va dire, hein, si on l'appelle comme ça. Ça demande donc du temps pour pouvoir l'alimenter, faire en sorte que toute la partie réglementaire, la partie technique, la partie alimentation, structuration soit mise en place, que ce soit vraiment fait au jour le jour dans la pratique vraiment de tous les jours. Et ça demande ensuite un certain nombre de développements pour que ce soit finalement des requêtes qui soient multicentriques et certainement même si on peut essayer de se reposer dans un premier temps sur juste des décomptes en fonction de critères, sur la mise en place d'une partie réglementaire et de collaboration entre centres pour que de telles requêtes multicentriques soient mises en place, ou alors se reposer sur un modèle de type plus fédéré, où éventuellement on demande à des collègues de faire jouer la requête chez eux et puis ils envoient juste le résultat agrégé. Il y a différents modèles pour ça. Alors pour les DICOM, pour les données cliniques, effectivement, vous avez souligné qu'il y avait besoin d'harmoniser les pratiques. C'est vrai que je parlais aussi au nom des internes, ils remplissent beaucoup les formulaires, en tout cas de données de vie réelle, et peut-être qu'ils le remplissent différemment que certains seniors, et peut-être qu'entre eux, il y a une grosse hétérogénéité. Donc il y a tout un travail, j'imagine, de formation en amont pour avoir des données validées. Oui, tout à fait. C'est un peu ce que je mettais sur alors, est-ce que je l'ai mis? La réconciliation des données, surtout les règles et les conventions, ici, un petit peu au milieu là. En fait, on le voit même dans les essais cliniques, hein, c'est pas pour rien que quand un essai clinique est designé et qu'il y a un remplissage d'un ICRF, qu'il y a un guide de saisie.
parce qu'il y a une certaine interprétation de la donnée ou déduction de ce qu'on doit remplir qui est importante, puisqu'on n'a pas toutes les données et pas tout le temps à disposition. Donc, ça demande un travail en effet d'homogénéisation. Après, le projet Osiris, et notamment dans sa branche données de vie réelle, va essayer d'apporter des règles et des conventions d'alimentation qui permettront de réduire un petit peu ces écarts que l'on pourra retrouver. Et j'aurais une autre question. Selon vous, c'est quoi la principale? On a vu les limites, mais quelle est la principale limite pour passer à l'étape supérieure là actuellement? Si on avait une dégagée. Pardon, j'ai pas entendu. Si on avait? Il y avait une grosse limite, la principale à dégager pour passer à l'étape supérieure et accélérer le processus. La grosse étape. La grosse limite. La grosse limite. Si on parle pas des ressources humaines et financières. Je pense que c'est la principale, hein. C'est les sous et les ressources. C'est les sous et les ressources, oui. Techniquement, il y a pas de problématique. C'est vraiment ça. Peut-être que la structuration de la donnée et sa saisie est un problème important également. Moi, je pense que c'est peut-être un souci qui est très lié aussi aux ressources humaines, hein, et au coût que ça a. C'est que on le voit bien, les internes ils remplissent des fiches de données de vie réelle et au final ce sont des choses qu'on peut très certainement alléger et avec des outils bien un jour plus performants au niveau traitement naturel du langage, peut-être vraiment réduire très fortement. Moi, je pense que personnellement c'est un des points que je trouve assez problématique au-delà des ressources purement SQL. Merci beaucoup. Et sur le plan éthique, donc vous disiez que par rapport au consentement, il y a aussi cette question qui est importante, notamment où les projets peuvent être académiques, peuvent être éventuellement en collaboration avec des industriels. Est-ce que ça nécessite des choses différentes en termes de consentement pour les patients, pour leurs données? Est-ce que c'est des choses qui vont… Alors, je suis pas un expert et j'avoue que ce sont des questions qui sont assez brûlantes en ce moment et que la vision n'est pas forcément très très claire ou très homogène entre les différents DPO, etc. Donc, ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes, mais enfin sur les grands principes, ce que moi j'ai retenu, c'est que d'une part, il y a cette dichotomie soins et recherche qui implique des engagements différents. Et surtout, du coup, un consentement différent, puisque quand le patient arrive et que c'est pour son soin, c'est une chose. En revanche, si on veut pouvoir réutiliser ces données dans un projet de recherche ou réutiliser pour d'autres choses, il faut qu'il y ait un consentement explicite à ce propos. S'il n'a pas été donné à l'origine pendant le soin ou pendant une étude clinique ou n'importe, on ne peut pas le faire directement. Donc, il y a vraiment cette partie-là qui est très importante, et c'est pour ça que certains centres ont opté pour ce que, si j'ai bien compris, ils appellent ça du one shot, où vraiment on va essayer d'ouvrir les vannes au maximum en demandant au patient si, en connaissance de cause, il accepte que ces données soient réutilisées dans la recherche plus tard, même si c'est fait au début dans le soin, ce qui permet d'alléger considérablement cette problématique, tout en tenant compte des personnes qui vont vouloir s'opposer directement, et on le sait dès le début, et donc il y a plus aucun problème pour réidentifier ces personnes-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va pouvoir clôturer le webinaire. Alors, quels outils de collecte des patients reported outcomes utilisez-vous? Les PROMS. Pour les PROMS, alors je ne me souviens plus comment s'appelle l'outil. Donc, j'aurais du mal à vous répondre. Ça, c'est la DSI qui a mis en place. Mais je sais que via le portail patient, il y a possibilité de récolter un certain nombre de données. Et pour d'autres projets, il y a des interfaces de suivi du patient à distance. J'avoue que faudrait que je me renseigne à nouveau pour vous donner le nom précis d'une application si c'est ce qui est désiré. Alors, il y a un participant qui demande si les slides pourront être revus, pourront être récupérés. Je pense que Dr Guillard peut répondre à cette question. Oui, donc je l'ai pas dit en introduction, mais cette vidéo sera disponible sur YouTube, sur la chaîne Unicancer, et on partagera le lien via les mailing lists déjà existantes. Donc vous pourrez revoir l'entièreté de l'intervention.
Eh bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci, Monsieur Lézé. Merci, Dr Guillard, pour votre Merci à vous. Et très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.